vous en doutez, au vu de ce qui s'est passé à la fin du mois d'octobre, il n'y avait pas forcément beaucoup de films que j'aurais pu rattraper dans un rattrapage du mois de novembre. Mais du coup, je me suis dit que j'allais compiler le mois de novembre et le mois de décembre pour vous proposer donc ce petit rattrapage au cœur duquel vous allez trouver quelques films dont on n'a pas eu l'occasion de parler sur la chaîne dans des vidéos entièrement dédiées. Donc ne perdons pas plus de temps et rattrapons les quelques films qu'il y avait à rattraper durant ce reconfinement 2020. Sorti un tout petit peu avant le confinement, je dois avouer que même s'il est passé sous mon radar dans un premier temps, ce film avec un ancien de chez Disney aux commandes me titillait quand même bien. Et franchement, je dois avouer avoir été particulièrement emballé par l'œuvre, parce que même si elle est assez classique dans la narration, dans la forme, dans le contexte de création et la mythologie mise en place à l'écran, assez à la mode depuis maintenant quelques années, et ben ce tout a clairement suffi à m'emballer et à me plaire tout du long. King et Cars donne lieu à une œuvre passionnante, musicale et assez juste dans sa manière d'aborder les personnages, donnant lieu à un récit visuellement jouissif qui parvient à mettre en place des idées graphiques assez géniales, mais qui sonne tout de même comme quelque chose d'assez convenu, d'assez classique, d'assez simple, mais en un sens, réussir un pari visuel et sonner comme simple peut tout de même donner lieu à un métrage entraînant et qui sonne comme parfait pour la famille. Une belle raison finalement de regarder ce petit instant de cinéma qui se veut avant tout être une proposition visuelle, graphique et avec une bonne ambiance en plus. Certains auteurs sont passionnés par le rêve américain, par sa puissance, par son mythe, par tout ce qui l'entoure, peut-être simplement parce que c'est un sujet qui les touche, ou peut-être parce qu'ils ont été traversés par cette thématique. Ron Howard a choisi d'aborder une histoire très connue, pour ceux qui connaissent évidemment le personnage de Gene Evans, assez connu sur le sol américain grâce à son roman. Le temps d'un métrage qui résonne comme une espèce de synthèse du cinéma du metteur en scène américain, qui tout du long de sa carrière a longtemps cherché à mettre en scène ce genre de récit. Le film qu'il nous offre est à la hauteur de son cinéma, efficace, classique, convenu, mais juste. On peut facilement définir son œuvre ainsi, sans avoir l'impression de manquer de respect au metteur en scène, qui s'est fait allumer sur le sol américain, sans doute à cause du passé du roman et de son côté assez conservateur. Mais malgré tout, le film ne va jamais dans cette direction, aborde avec une grande justesse son personnage central, et en ce sens, même si l'œuvre n'est pas parfaite, clairement, le cinéaste propose un regard assez juste sur l'Amérique d'aujourd'hui. Un film qui, selon moi, est également sublimé par les interprétations des différents acteurs, qui même s'ils poussent la caricature un petit peu trop loin, arrive quand même à sonner juste. Sur le papier, il y a des films qui semblent parfois très étranges. Et je dois avouer que le pitch de ce film, mêlé au contexte actuel, mis en scène par un réalisateur américain, c'est bizarre. Frère du grand Joe Carnahan, Matthew Michael Carnahan nous embarque dans un trip assez dingue au cœur de la guerre opposant ici une brigade du Mossoul face à l'État islamique. Le temps d'un métrage d'action qui fait un peu froid dans le dos par le côté étrange de la démarche, mais également par l'angle d'attaque très humain, mais qui au final s'avère assez juste malgré son côté classique. Car oui, même si le contexte ne laisserait pas forcément entendre le long métrage dans ce sens, le film s'avère être assez classique dans la manière d'aborder les personnages, de construire la narration, d'acheminer certains protagonistes secondaires, bref de développer une œuvre qui résonne comme un actionneur assez décomplexé et convenu, mais qui réussit tout de même assez bien à nous entraîner de bout en bout, bien sûr aussi parce que le film est assez court, 1h40 tout de même. Carnahan s'en sort extrêmement bien, je trouve, surtout quand les prémices du film donnaient vraiment l'impression que ça pouvait être très mauvais. Certains projets sur Netflix, à contrario de celui qu'on vient de citer avant, sonnent par contre extrêmement bizarres et mauvais, rien que par le biais de leur pitch. Et c'est même plus une question d'être étrange, c'est juste que ça sonne pas bon en fait. Et ainsi, le long métrage d'Angel Gomez est assez classique, dans sa manière d'aborder le genre de l'épouvante et de la maison hantée. Et pour le coup, son métrage sonne comme extrêmement simple et convenu si on s'arrête à la base de son récit. Mais rapidement, le metteur en scène espagnol cherche à jouer avec la base de son projet, et nous embarque ainsi dans une œuvre qui sait comment amener un peu de nouveauté au milieu de tout cela. Même si quand même, derrière, le film sonne comme assez classique lorsque l'on arrive dans les dernières minutes de celui-ci, où là pour le coup, il est difficile de sauver le cinéaste espagnol. En ce sens, le long métrage du cinéaste sonne comme assez creux, voire même malheureusement comme assez vain, et nous laisse un peu sur notre faim, mais l'on reste tout de même largement satisfait de l'ensemble et assez convaincu par le tout. Même si, au bout du compte, on aurait quand même apprécié que le long métrage soit un petit peu plus subtil sur certains aspects, parce que ça plombe quand même bien l'ensemble.
Le cinéma est un art où un simple concept peut suffire à emmener une œuvre de tout son long s'il est justement bien amené. Et vous le savez, j'arrête pas de le répéter. Mais pour le coup, le génial auteur Anish Chaganty, à qui l'on devait déjà l'extraordinaire Searching, cherche à jouer avec un cinéma de genre surprenant pour un instant de 7e art qui ne vous laissera clairement pas indifférent, tant le cinéaste sait parfaitement comment jouer avec nous. Bon certes, dans les prémices de son œuvre, le metteur en scène indien se perd peut-être un petit peu, jouant un peu trop avec un classicisme qui ne lui ravit pas forcément, mais surtout a tendance à ne pas toujours savoir comment maîtriser sa mise en scène et comment parfaitement la conduire dans un retranchement qui aurait pu littéralement plomber le film, si celui-ci ne brillait pas par la suite. La dramaturgie évolue, se met en mouvement et permet à Sarah Paulson et Kira Allen d'emmener ce métrage avec brio dans une montée en tension de chaque instant qui rend ce petit pitch accrocheur tout simplement brillant par la suite de son avancée et de sa construction visuelle et cinématographique. Un nouveau coup de poker pour un cinéaste qui ne cesse de surprendre et qui, je le pense, va continuer de bien évoluer au sein du cinéma américain. Comme on avait déjà pu l'observer avec A Star is Born, certains livres ou sujets sont parfois un petit peu trop portés à l'écran. Même si des fois c'est intéressant, faut pas aller trop loin non plus. Je vous inviterai, si vous avez le temps, à compter combien d'adaptations il y a eu du best-seller de Anna Sewell, Prince Noir, mais honnêtement, il y en a beaucoup trop. Il vient donc s'ajouter à cela une adaptation Disney+, par Ashley Havis, d'une œuvre maintes fois convoquée par le 7e art. Il en ressort un film entraînant, une œuvre qui résonne comme d'un classique parfaitement déconcertant, tant rien de neuf ne semble être utilisé ou mis en place par la cinéaste, mais malgré cela, le film reste entraînant, amusant, assez passionnant même tout de son long, pour un instant qui n'est pas novateur, mais assez accrocheur. La mise en scène est efficace, sans être brillante, l'écriture fonctionne, sans être folle non plus. Seul gros reproche, Mackenzie Foy ne brille vraiment pas en tête d'affiche de ce métrage, et heureusement que la voix off de Kate Winslet est là, pour rattraper un peu la maladresse de la jeune actrice, un peu trop en roue libre. Une œuvre classique, mais qui reste assez intéressante, mais qui ne brille clairement pas par sa créativité, qui est aux abonnés absents, clairement. Parfois, je dois avouer, et je pense que c'est aussi le cas pour vous, sinon je me sentirais un petit peu con, il y a des films que j'ai envie de voir, presque uniquement par la présence d'un acteur ou d'une actrice en tête d'affiche. Et pour le coup, là, si Lily Collins n'était pas ce qui me donnait le plus envie, la présence de Simon Pegg au cœur du long métrage de Wongstein avait de quoi titiller ma fibre cinéphile, me donnant ainsi assez envie de voir ce petit film de genre, et j'en suis ressorti un peu sur ma faim, mais avec la sensation d'avoir tout de même vu un film qui prenait quelques risques, en jouant à fond la carte du projet mystérieux, se basant sur un scénario à tiroir pour un instant de cinéma extrêmement simple en termes de construction, mais qui sonne comme un petit film accrocheur. Ce n'est clairement pas une œuvre qui veut briller par son pitch, mais qui amène tout de même son petit lot de surprises et de retournements avec un certain plaisir derrière. Et étrangement, je trouve que Lily Collins s'en sort plutôt bien, parfaitement accompagnée par la présence charismatique et juste du grand Simon Pegg. Un film très loin donc d'être surprenant, mais qui s'avère plutôt convaincant, notamment par le biais de l'acheminement de son histoire, mais surtout de ses deux acteurs principaux. Bon, vous voyez, il n'y avait pas forcément grand-chose à rattraper ce mois-ci, mais je m'étais dit que c'était intéressant de compiler les quelques longs métrages que j'avais pas eu l'occasion d'évoquer sur la chaîne dernièrement et de pouvoir en parler un petit peu avec vous. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas ce qu'on dit à chaque fois à la fin de cette émission, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.